Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Alors là on est dans le grenier, c'est un peu le bazar ici, donc je fais comme je peux en termes de place. Il y en a de tous les côtés. Et je vais profiter de l'hiver qui arrive tout doucement, enfin de l'automne déjà, hein. Période un peu plus calme pour moi, pour commencer une série de vidéos sur les sacs d'évacuation. Alors, le sac d'évacuation, c'est un gros sujet qui tourne dans le milieu du survivalisme. Et forcément, eh bien, on y songe, on y songe. Moi, ça fait longtemps que je l'ai mis en place, mais malheureusement, il arrive toujours un moment où je prends un truc du sac d'évacuation, je le remets, ou je le remets pas, j'oublie, il est éventré dans le grenier, il manque des trucs. Donc là, je vais profiter de cette série de vidéos pour vraiment le compléter, de réfléchir vraiment en profondeur avec vous, pourquoi pas, en commentaire, histoire d'avoir le meilleur sac d'évacuation possible. Mais avant toute chose, avant qu'on voit ce qu'il y a dans les sacs, là ça va faire l'objet de plusieurs vidéos qui vont être découpées par module, je vais faire une petite introduction sur le sac d'évacuation. Alors, je vais passer à côté de la question du pourquoi un sac d'évacuation. Là, je suis pas là pour essayer de faire en sorte de convaincre des sceptiques. Alors, je vais pas dire oui, regardez, le gouvernement ou tous les gouvernements du monde enjoignent leur population à mettre en place un sac d'évacuation. D'ailleurs, le gouvernement a bien une page sur risque.gouv.fr, mais dernièrement, j'ai vu que sur mon fil d'actu, une pub ciblée Facebook parlait du sac d'évacuation dans les risques de crue. J'ai trouvé ça amusant parce que l'État français actuellement fait de la pub sponsor sur Facebook sur les sacs d'évacuation. Alors, bref, passons. Donc, ça peut permettre de quitter son domicile en 2 temps 3 mouvements et de subvenir à ses besoins pendant 72 heures ou plus, de survivre, quoi, grosso modo, hein, à une rupture de la normalité qui peut être de toutes sortes, hein, incendie, inondation, accident industriel, je cite Céveso, déraillement de train avec des produits chimiques qui se déversent et tout un périmètre doit être évacué, tremblement de terre, inondation, j'en passais des meilleurs, risques nucléaires, guerre, pourquoi pas. Là, c'est le summum, forcément. Mais voilà, alors du coup, forcément, un sac d'évacuation, ça fait partie des thèmes survivalistes prépondérants. On est parfois dans le fantasme du sac d'évacuation qui nous permettrait de errer sur les routes ou dans la forêt, de manière un peu à la Walking Dead, hein, vous voyez, alors sans les zombies sûrement, hein, mais d'errer dans la forêt, de chasser, de pêcher, de pister, de fouiller des maisons qui seraient inoccupées pour pouvoir manger. On n'est pas du tout dans cette optique-là. C'est une sorte de fantasme, bien sûr, il y a des travaux. C'est une sorte de fantasme qui perdure et qui fait que nous, voilà, dans notre fantasme un peu survivaliste, on serait forcément chef de meute, chef de groupe avec des savoir-faire sur le sujet. Alors moi, c'est pas du tout un sac d'évacuation pour en mode Mad Max. On va rester prosaïque. Ça sera vraiment pour subvenir aux besoins de la famille pendant 72 heures dans un milieu qui sera encore civilisé, on va dire ça. Après, moi, forcément, je vais distinguer, alors, comme beaucoup, un niveau 1, niveau 2, niveau 3. Tout dépend forcément du danger qu'on tente de fuir. Niveau 1, ça sera un risque extrêmement localisé au niveau de la maison ou au niveau voilà, du quartier. Incendie, inondation, là l'évacuation elle est un peu facile, on va partir, on change de quartier et tout va bien. Pareil, on va aller chez des parents, on va aller dans un hôtel, donc ça sert peut-être à rien d'avoir un masque à gaz, d'avoir la machette, d'avoir la 22 long rifle sur les épaules, donc on n'est pas du tout dans cette optique là. Après si on va dans le niveau 2 et niveau 3, bon moi forcément mon sac d'évacuation il se prête à énormément de situations, mais j'ai pas prévu voilà d'accrocher une arme, d'avoir une arme à feu sur moi, d'avoir des choses comme ça. C'est pas du tout le sujet. Là, c'est pour pouvoir subvenir aux besoins pendant 72 heures pour la famille, dans un milieu qui serait civilisé, mais je n'exclus pas
des nuits dehors, des nuits sous la tente, et je vous expliquerai pourquoi, voilà, au fil de la vidéo. Alors voilà pour le sujet. Maintenant, pourquoi évacuer? Bah, ça c'est aussi un gros sujet. Pourquoi évacuer? Moi, l'évacuation, c'est déjà le scénario le moins probable. Déjà, moi, je vais constituer mon sac d'évacuation par rapport à la probabilité des risques à rencontrer. Moi, j'ai plus de risques de me faire inonder parce que je suis dans un milieu marécageux, donc forcément c'est un risque à prendre en compte. Même si les marais sont drainés, il y a des pompes d'évacuation vers un fleuve qui mène à la mer. Je sais très bien qu'en cas de grande marée dans l'embouchure du fleuve, eh bien, les pompes seraient inactives parce que de l'autre côté, l'eau monte également. Et puis, forcément, à l'embouchure, il y a des villes qui sont fortement industrialisées. Donc, en cas de risque, on risque plus d'inonder ma zone en tant de bassin de rétention, de zone tampon, que de la ville industrielle. Donc forcément, le risque inondation est prégnant, le risque incendie toujours, et puis après, bon, je vais aller un petit peu dans l'échelle des catastrophes, mais en mettant un pourcentage de risque qui sera vraiment minime. Secondo, l'évacuation en elle-même, c'est déjà quelque chose qui va être... qui n'est pas un scénario envisageable pour moi, donc c'est vraiment du au cas où. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi je connais le milieu dans lequel je vis, donc j'ai pas envie de le quitter. J'ai pas envie de le quitter pour l'inconnu. La maison, c'est un peu ma base autonome durable. C'est là où j'ai mes réserves alimentaires. J'ai de quoi survivre avec l'énergie, avec tous les outils, les accessoires. Tout est là ici chez moi. Donc forcément, ça sera la dernière limite, l'évacuation. Mais pour moi, c'est le maintien à domicile au maximum. C'est-à-dire qu'en cas de grosse inondation, nous, on a déjà prévu, on a des bastins, on a des planches. On peut faire avec des planches et de la terre des bâtards d'eau. On peut faire avec des sacs de sable, des barrages avant que l'eau arrive à la maison. Tout ça c'est envisageable, et puis en cas de vraiment de dernière minute, j'ai les canoës, j'ai un kayak pour partir en solo si je suis seul à la maison à ce moment là, ou j'ai également un bateau cabinet à moteur, un petit bateau de 4,50 m, 5 mètres, hein. Voilà. Alors, maintenant, ceci étant dit, le sac d'évacuation, forcément, quand on veut le mettre en place, eh bien, on va tenir compte de tous ces facteurs de risque, du milieu dans lequel on vit, forcément. Le montagnard n'aura pas le même sac d'évacuation que le citadin, ou que le campagnard, ou que celui de l'homme des marais, hein, comme moi. On a... Le sac d'évacuation va être aussi différent par rapport à la configuration de la famille. Donc c'est bien beau d'avoir plein de vidéos sur YouTube avec parfois des personnes qui vont doctement annoncer qu'il faut faire ça, qu'il faut mettre ça en place, que ça c'est ça ou c'est rien. Oui, peut-être, mais pour une situation donnée. Moi, par exemple, dans mon milieu, ça se prête pas pareil que quelqu'un qui est campagnard ou quelqu'un qui habite à Paris et qui voudrait sortir de la zone de Paris. Et pareillement, entre un célibataire et un chef de famille, je dis chef de famille, entre un papa, une maman, pardon, et puis après, ça peut être aussi une famille avec des personnes âgées. On peut avoir des familles avec des enfants qui sont en capacité de gambader et de porter des sacs, ou des familles avec des enfants en bas âge. Donc forcément, tout va changer. Donc les conseils, c'est bien, mais parfois, c'est pas vraiment applicable. Également, le sac d'évacuation va aussi dépendre de la composition de la famille, mais avec les animaux de compagnie aussi. Il faut bien prendre en compte les animaux de compagnie. Je vois mal une famille quitter l'appartement ou la maison sans les chats, de quitter sans le chien, parce que là sinon, à part vraiment risque intense de mort imminente, imaginez voilà, devoir partir de la maison et partir sans le chien, c'est une catastrophe et pour vous et pour les enfants. Donc forcément tout ça va compter. Il faudra peut-être une cage à chat, il faudra forcément les accessoires pour le chien, il faudra aussi la bouffe, il faudra avoir une gamelle d'eau. Enfin, imaginez, c'est quand même intense. Pour les enfants également, un enfant, un bébé, on se dit un bébé c'est pas lourd, ouais, mais c'est pas du tout autonome. Donc
donc comment le transporter. Et également, un bébé ça bouffe énormément, ça a besoin d'un biberon, de pouvoir stériliser le biberon, d'avoir du lait qui pèse bien lourd, d'avoir des petits pots, d'avoir des couches, d'avoir des petits cotons. C'est incroyable, d'avoir beaucoup de vêtements de rechange aussi, parce que nous on peut tenir par exemple 72 heures avec nos propres vêtements, mais si on a un gamin voilà, de 0 à 1 an et demi, 2 ans, et même parfois bien au-delà, eh bien c'est terrible. Les parents comprennent, mais par contre, si vous êtes célibataire, voilà, 25 ans célibataire, vous comprenez peut-être pas forcément la chose, mais il faut en tenir compte. Il faut tenir compte aussi que les enfants sont impatients, que les enfants sont plus fragiles, que les enfants vont pas marcher des kilomètres, que les enfants vont peut-être pas dormir sous une bâche, il leur faudra une tente. Donc forcément, bon après parfois il y a des gymnases, il y a des hôtels et tout ça, donc là tout va bien, mais si jamais vous comptez dans votre plan d'évacuation, vous habitez en milieu de nulle part dans le trou du cul du monde, et puis vous devez quitter et vivre, dormir dehors, eh bien il faut une tente, il faut une belle tente, il faut de quoi chauffer, et puis de quoi cuisiner rapidement, de quoi stériliser le biberon rapidement. Les gamins n'attendent pas. Et on sait très bien que les pleurs d'enfants, ça finit par taper sur les nerfs, et qui plus est en période de stress. Donc voilà un peu les réflexions à mener derrière tout ça. Il faut penser aussi, voilà, outre les risques envisagés, comment vous allez évacuer. Comment et jusqu'où? Donc est-ce que vous avez des points de chute? Est-ce que vous faites de l'évacuation pour dire de faire de l'évacuation? Mais vous imaginez vraiment que par exemple en risque niveau 2, vous êtes dans une ville de 30 000 habitants avec une agglo de 120 000 habitants. Eh bien vous allez être à 120 000 aérés sur les routes, sans problème, sans bouchon. Vous allez pouvoir être tranquillou dans votre forêt pendant que tout le monde reste bloqué en ville en train d'hurler, et vous allez être tranquillement en solitaire en train de pêcher des poissons, ou bien de vous faire un sanglier à la dague. Ça m'étonnerait aussi. Donc il y aura beaucoup de monde et sur les chemins et sur les grandes routes et dans la ville. Ça sera un peu le dawa si on est dans une évacuation de niveau 2 dans une zone urbaine et semi-urbaine comme celle-ci. Bon voilà, il faut prendre ça en compte. Il faut prendre aussi voilà, où vous allez, quel point de chute. Donc est-ce que vous avez de la famille qui se situe dans la zone même, dans le quartier, tout va bien. À 50 km, nickel, vous pouvez déjà passer et vous éloigner d'un danger potentiel qui serait plutôt localisé. Est-ce que c'est à l'autre bout de la France? Nickel aussi, vous pouvez échapper à bien des risques, parce qu'il y a peut-être 1000 km qui séparent la zone à risque du point de chute. Peut-être que ça peut être à l'étranger. Donc voilà, il faut prendre en compte le point de chute et surtout aussi le plan d'évacuation, en cas d'évacuation, qui fait quoi, quand, comment, qui a les sacs d'évacuation, où sont-ils stockés, est-ce qu'ils sont prêts à prendre, est-ce que voilà, tout le monde sait ce qu'il faut faire, fermer la maison, couper l'électricité, barricader, comment partir, si vous n'êtes pas tous ensemble au même moment dans la maison, ou organiser une rencontre. Il faudra se retrouver les uns et les autres. Bon, parfois vous pouvez juste être séparés de 15 km, mais il faudra forcément savoir réagir et prendre le sac d'évacuation de l'un et de l'autre et organiser des points de rencontre. Tout ça c'est à réfléchir. Le point de chute est très important, et aussi le moyen de s'y rendre. Vous, votre sac d'évacuation va dépendre aussi du moyen de locomotion. Alors pour ma part par exemple, si on prend un petit peu ma composition familiale, il y a moi, il y a ma femme. Le problème de ma femme, c'est qu'elle a des maux de dos assez intenses, donc impossible de marcher pendant des kilomètres, et qui plus est avec des sacs assez lourds. Et puis un enfant de 3 ans et quelques, donc qui marche, mais qui porte pas, et qui, 3 ans, vous savez, c'est la période du non, la période où on s'exprime, la période où on est impatient. Donc lui, par contre, il lui faut sa petite bouffe, il lui faut ses doudous, il lui faut ses jouets, il lui faut beaucoup de choses, encore un petit peu de couche la nuit, il lui faut des gâteaux, il lui faut des sortes de comfort food, voilà, de nourriture confortable pour pouvoir apaiser les petits problèmes. Il lui faut tout ça, et puis il marche pas tout seul. Enfin, il marche bien sûr, mais il va pas marcher 3 km. 3 km, ça va être le grand maximum. Donc il faut prévoir quelque chose pour le transporter. Donc là, ma configuration familiale, elle est comme ça.
Il faut penser que si c'est un danger ultra local, pas de problème, hein, on va chez les parents, on va à l'hôtel, pas de souci. Si c'est un petit peu plus généralisé, eh bien il faut prendre tout ça en compte. Donc forcément mon sac d'évacuation, il y aura une partie pour que ma femme puisse être autonome au cas où elle serait seule à ce moment-là de l'évacuation, parce que moi je peux travailler ailleurs. Après il y aura un sac dédié aux petits, qui sera en partie porté par lui, mais surtout par nous. Donc il faudra qu'on prenne le relais sur ce petit sac avec ses affaires. Et puis il y a mon sac qui sera plus conséquent. Donc chaque sac, sauf forcément celui du gamin, on va pas lui mettre un Firesteel et compagnie dedans. Donc le gamin, il y aura vraiment le nécessaire pour lui et lui seul. Et encore une partie, parce que imaginez déjà 2 litres d'eau, bah, il peut pas porter 2 kilos comme ça. Donc il faut en grande partie ses doudous, etc. Ma femme, ce qui lui permettrait de vivre 72 heures seule, mais avec le minimum de minimum pour pouvoir lui éviter de porter. Et moi, bah, porter tout le reste. Donc forcément, moi, ça sera plus conséquent, plus recherché. Mais bon, je vais pas faire reposer la faisabilité de l'évacuation uniquement sur mon sac. Ça, c'est pas possible. Il faut que tout le monde puisse être quand même autonome. Pour ma femme, du coup, on va faire la règle des 20%. 20% maximum en principe à porter sur un sac à dos. Moi, je pèse 75 kg, bah, c'est simple. Il faut que je porte des sacs de moins de 15 kg. Parce que sinon, bah, j'ai déjà porté plus, mais je sais que ça va pas être dans l'endurance. Et ma femme, eh bien, on est plus sur du... en 20%, on est plus sur du 10 kg. Donc elle, comme elle a des maux de dos en plus, eh bien, on va essayer de descendre son sac à 7 kg, grand maximum. Voilà. Et puis le petit, bah, moi je le porterai à la main et tout. Il faut un sac de 3-4 kg grand max à porter à la main. Voilà. Ensuite, eh bien, qu'est-ce que je vais réfléchir à mon moyen de locomotion? Donc, comme je le dis, si c'est une inondation, les rues sont impraticables, ça sera kayak si je suis seul, canoë si on n'est qu'à 3, capacité de charge du canoë 350 kg, donc tout va bien. Pas besoin d'essence, pas besoin de moteur, c'est résilient, pas de panne, c'est nickel. Ou après, sinon, plus confortable, ça sera un bateau à moteur. Si c'est pas une inondation ou c'est autre chose, bah, le principal ça sera la voiture en risque localisé ou le train, ou voilà, si c'est vraiment ultra localisé. Après la voiture, moi forcément on privilégie les voitures par rapport à l'emport des sacs. Après on peut aussi à pied. Et on peut également à vélo, c'est-à-dire que moi je porte mon sac, ma conjointe porte rien du tout et suit à vélo, et moi j'ai une remorque à vélo avec le sac de ma conjointe, le sac du petit et le petit dans la remorque. Là je sais que moi je peux faire, enfin j'ai déjà fait maximum 120 km en une journée avec 25 kg de bagages. Là ça sera forcément beaucoup moins, je suis accompagné, j'ai une remorque, donc on va être sur du max 40 km par jour. Donc à pied pour le petit ça peut être une poussette, ça c'est sûr et certain. La poussette elle sera dans la voiture n'importe comment, donc s'il faut continuer la route à pied il y aura la poussette. Poussette qui peut porter aussi un peu les sacs. Et puis voilà, donc tout mon sac, moi, forcément, mon organisation ne reposera pas uniquement sur la voiture. Il faut que je pense au maximum à pouvoir, avec ma famille, évacuer à pied au cas où. Et je vais pas, voilà, je vais pas faire des sacs énormes. Ça c'est clair et net. Exit donc les sacs de plus de 20 kg. Exit les trucs à la Mad Max du n'importe quoi. Pour moi, hein, j'ai déjà vu des vidéos avec des mecs qui racontaient voilà, qu'ils avaient 3 paires de jumelles, des jumelles nocturnes, un arc qui pèse 10 kilos pour pouvoir chasser. Là non. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme sac à dos? Eh bien, ça va être... il y a différents sacs. Alors moi, je pourrais prendre, par exemple, une valise à roulettes. Ça, une valise à roulettes, capacité 100 litres. C'est ce que j'ai pris en mode urbain. J'avais fait un road trip aux États-Unis. Voilà, donc là c'est une valise à roulettes assez flexible qui se met bien dans les soutes à bagages, pas très encombrant. Donc ça, quand j'avais fait un voyage aux États-Unis, j'ai vadrouillé entre, enfin aux États-Unis, en Amérique du Nord, j'avais vadrouillé entre New York et surtout le Canada, le Québec, où j'ai fait Québec, j'ai fait Montréal, j'ai fait Toronto. Donc j'ai vadrouillé pas mal entre les auberges de jeunesse
Et ça c'était pas mal. Donc forcément pour celui qui a mal au dos, pour une personne âgée, ça je recommande. On n'a pas besoin d'avoir un sac d'évacuation type militaire, baroudeur, etc. Voilà, alors ça c'est pas mal. Pourquoi pas, la valise est toujours là. Moi je privilégie les sacs à dos quand même, parce que on a pas mal de coins nature, mais ça peut être une bonne solution. Après, autre possibilité, c'est hop, le sac. Là j'ai un sac 40 litres 4Class de chez Decathlon. Ça c'est pas mal aussi, quoique ça transporte pas grand chose. Certains disent il faut tout mettre dans un sac de 30 litres. Ouais, c'est bien, mais quand on est seul célibataire, qu'on compte crècher dans un hôtel, ou qu'on est en pleine ville où on sait qu'on aura des gymnases et tout, c'est bien, on peut se partir avec un petit sac de 30 litres, pas de souci. Mais quand on est dans la nature, quand on a une famille, quand on a un gamin, là vous mettez rien quoi. Vous mettez un sac de couchage, pouf, le sac est rempli. Donc même pas la peine pour moi. C'est même pas la peine d'essayer. Ça c'est bien pour la rando une journée pour moi, ça, hein, mais pas sur un kit 72 heures en autonomie. Après j'ai pensé au deuter parce qu'on a un deuter avec un porte-bébé intégré et un sac. Mais ça c'est bien. On a le bébé dedans et on a un sac de 15 litres derrière. Mais là, pareil. C'est bien, mais 15 litres on met rien et on charge le sac, le gamin il vient au-dessus, je sais pas si vous imaginez, mais un gamin ça pèse à 3 ans, ça pèse 15 kilos, ça bouge, c'est 15 kilos qui bougent plus vos 15 litres qui sont complétés, c'est impossible à transporter. Alors moi c'est même pas la peine, hein. Moi par exemple un sac de 20 kilos, 22 kilos, moi je l'ai porté. Je l'ai porté dans un milieu urbain on avait des manifestations organisées, je devais dormir 5 jours sur une petite île dans une grande ville de France. J'ai pris un gros sac de 100 litres militaire, 22 kilos dedans, pas de souci. J'allais entre le métro, le train, je vadrouillais en ville, je marchais 2-3 km, ça m'allait très bien. Mais là j'imagine mal partir en pleine nature avec un sac comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On a choisi un tout petit sac publicitaire, que j'ai même pas ici d'ailleurs, pour le petit, mais un petit sac de rien du tout, hein, ultra léger, avec ses doudous, quelques couches, quelques à manger dedans. Enfin les doudous bien sûr, on les met à la dernière minute parce qu'il les a toujours. Par contre pour ma conjointe, j'ai un petit sac pas cher de chez MFH. On détaillera le contenu ensuite, mais hop, elle a de quoi faire pour elle et pour le petit. Donc un petit sac de rando MFH, 60 litres, mais qui est rempli pas mal par des choses qui sont très légères, mais qui prennent un peu de volume. Donc voilà, on est sur un sac qui m'a coûté pas très cher, qui m'a coûté 5 euros, 5 euros, qui m'a coûté 30 euros. Voilà, autre sac. Ça, c'était ce que j'avais avant. Gros sac militaire, 120 litres. Ça, c'était je sais plus, le F1 d'armée française. Bien sûr, les travaux reprennent. Ça, c'était génial. Ça, je l'avais avant. Mais on sait qu'il faut un sac qui soit le moins possible militarisé pour pouvoir passer inaperçu. J'imagine mal, en cas de risque ultra local, sortir avec ça. Parce que ça fait vraiment militaire quoi. Le sac est énorme et là il est caractérisé armée de France, donc forcément ça attire l'attention. Les gens peuvent nous prendre pour des cinglés, hein, quand on se balade avec ça. On risque d'être contrôlé par les flics. Quand on voit ça, la personne, par exemple, on serait dans un contexte où on est justement à la Mad Max, les gens vont dire oula, ce mec là on va le braquer en premier parce qu'il m'a pas l'air trop dangereux, son visage respire la bonté et il a un énorme sac. Donc là, même pas la peine. Ça, c'était mon sac d'avant. Je me disais, j'avais que ça. Je l'avais acheté il y a 15 ans dans une brocante, 40 balles. Maintenant, je savais pas quoi faire parce que j'en avais pas d'autres. Mais aujourd'hui, j'ai fait l'affaire du siècle. Je suis allé chez Decathlon. Il y avait des sacs de randonnée à 100, 110, 150 euros. Moi, il est hors de question de mettre ça pour un sac d'évacuation. Donc, je suis allé voir les sacs qui sont les sacs d'occasion. Et voilà, donc un sac un peu plus petit, 80 litres, 70 plus 1.
qu'on va détailler par la suite, hein. Un sac de rando avec des réglages qui s'adaptent à toutes les morphologies, avec plein de petites poches ergonomiques, avec encore une poche au fond, et à l'intérieur il y a un sursac en cas de pluie de 80 litres, et au-dessus, voilà, il y a une pochette, et dans cette pochette il y a un porte-carte. Donc ça, c'est un sac de trekking qui coûtait super cher, et comme c'est de l'occasion, il m'a coûté 30 balles, 30 euros, et le tout, le sursac il coûte déjà 10 balles, ça m'a coûté 30 euros. Donc là, j'ai sauté sur l'occasion. Donc tout mon bardin va aller là-dedans. Et le mieux, c'est que ça va peser, je sais pas, 1,5 kg à vue de nez. Le sac militaire pèse plus de 4 kg. Donc imaginez un peu, je gagne 2,5 kg à 3 kg sur mon sac. Donc là, forcément, c'est super bien. Là, c'est vraiment au top. Voilà à peu près, donc voilà pour le lancement de cette série. On va continuer à parler de sacs d'évacuation. Donc là, on est typiquement dans un sac homme gris qui est fonctionnel, que je peux sortir avec dans toutes circonstances, qui va être léger, qui est adapté vraiment et au trekking et également à la ville. Il est petit, donc il me permet, enfin petit, c'est tout dire, mais bon, il me permet de courir avec, et, contrairement au sac militaire. Je peux courir avec, je peux aller dans un bus, je peux me faufiler dans des métros, en cas de pépin, je peux évacuer vraiment, je peux aller à vélo avec ça, sans problème, tandis qu'avec ce sac hop, énorme, c'était même pas la peine quoi. Alors, autre chose, il faut savoir que le sac d'évacuation est organisé, avec énormément de choses dedans. Et ces choses, je les ai pas achetées spécifiquement pour le sac d'évacuation. Alors, je sais bien qu'à un moment donné, c'était deux C1 et un C-rien, donc il fallait prendre les choses en double, en triple, en quadruple. Je suis tombé dans ce piège aussi, c'est pas, enfin c'est un piège, c'est vrai quelque part, mais ça nous multipliait les sacs, les kits, et on passait beaucoup trop de temps à les organiser, et on finissait par être désorganisé tellement on avait de matériel, et surtout on payait super cher parce que c'est un sacré budget. Donc moi j'ai pas acheté des trucs spécifiques pour le sac d'évacuation, par contre j'ai du matos, le top du top, ce que je considère être le top du top. Pourquoi je vais pas évacuer avec un multitool Laserman que je vais laisser dans un sac d'évacuation par exemple, parce que le Laserman j'en ai besoin, ça coûte 170 balles le Search par exemple, bon, moi j'en ai besoin, ça sera dans mon EDC. Dans mon sac d'évacuation il y aura un petit truc de rien du tout pour pouvoir faire le boulot, un mini multitool pas cher, mais par contre moi quand j'évacue j'aurai forcément, j'imagine bien, mon EDC avec, donc je considère que mon EDC sera avec mon sac d'évacuation. Deuxièmement, dans le sac d'évacuation, eh bien, il y aura tout mon matos de camping, parce que j'en faisais énormément avant, un peu moins là maintenant, forcément, quand on a un gamin, eh bien, à un moment donné, on s'arrête, mais on va reprendre ensuite, hein, mais il est un peu trop jeune, donc forcément, j'ai plus ce genre de petit plaisir, et la vie familiale nous en apporte bien d'autres, hein, et c'est génial, et après, on va pouvoir partir vagabonder tous ensemble, donc ça, c'est encore mieux, mais toutes ces affaires, tout mon équipement va rejoindre le sac d'évacuation. Ça veut dire que si je pars en camping, je vais prendre un maximum d'équipement de mon sac d'évacuation et je serai plus au domicile. Donc s'il arrive un problème à l'endroit où je randonne, au moins j'ai une sorte de sac d'évacuation sur moi, vu que je suis en randonnée de manière quasiment autonome. Et puis après, quand je rentre à la maison, par contre, je vais renettoyer toutes mes affaires, remettre dans mon sac d'évacuation prêt à prendre. Donc je vais pas avoir un nécessaire de camping, des doubles sur des placards, et puis un sac d'évacuation en prime prêt à prendre, plus un EDC. J'essaye de tout concentrer, et ce qui me permet d'avoir qu'un seul type de matériel, mais le top du top que j'aurais testé. Bien sûr, j'ai des doublons, parce que je suis tombé aussi dans tout ce piège de 2 C1 et 1 C rien, et à un moment donné j'en étais arrivé à 10 C rien et 20 c'est mieux. Donc maintenant j'ai un deuxième sac d'évacuation, on va dire, qui sera spécifiquement voiture. Donc j'ai un EDV dans la voiture, hein, un kit voiture,
Mais j'ai aussi un sac plutôt militaire lui, mais là je m'en fous, c'est pour le coffre de la bagnole. Et là à l'intérieur j'ai du supplément. Donc là par contre je vais avoir une plus grosse tente qui sert pour le camping normal. J'ai des matelas gonflables, en fait j'ai le surstock du matériel de camping qui me permet, en cas de problème et si j'ai le temps, de mettre ça dans le coffre. Ça va me servir si jamais je dois camper ailleurs, parce que je serais amené à camper sûrement, enfin, si le risque arrive. Même si j'ai de la famille, bah, quand je débarque dans la maison des amis, des copains, ils n'ont pas forcément la place, donc on va se mettre dans le jardin, pourquoi pas. Le petit peut-être plus à l'intérieur et moi dans le jardin. Il n'y a pas de la place pour tout le monde et des chambres pour tout le monde dans chaque foyer de France. Donc ça permettra d'être quasiment un peu autonome en cas de pépin. Ça nous permet aussi de faire des beaux petits voyages et d'avoir toujours du matériel prêt à prendre. Et puis en cas de risque aussi, hein, eh bien, je peux être amené à secourir des gens. Donc on s'imagine toujours qu'on est tout seul. Il y a beaucoup de vidéos où on a des jeunes gens célibataires qui pensent partir bivouaquer en forêt seul. Peut-être, mais moi je suis en famille et puis après bah, j'ai de la famille autour de moi. Donc si vraiment il y a un vrai risque avéré, eh bien je ne vais pas dire à telle famille ou tel ami ou à tel parent débrouillez-vous, vous aviez qu'à préparer avant. Non, je sais que j'ai des doublons et que je peux leur donner facilement voilà, un duvet, un matelas gonflable, n'importe quoi. Donc voilà, c'est plutôt le sac, on va dire, complément ou altruiste. Par contre, moi, je ne vais pas être omnubilé par l'évacuation, donc là, j'en parle parce qu'il faut le faire, il faut le mettre en place, mais tout ça, eh bien, c'est de l'équipement fonctionnel qui sert avant tout pour les petits plaisirs de la vie, pour la randonnée, pour la campagne, etc. Voilà, bah écoutez, on va pouvoir faire ça par module, on va voir ça plus après, donc je vais essayer d'être assidu sur la création de vidéos. En attendant, petite page de pub, j'avais oublié, pour mon réseau social. Cela fait quelques mois que je bosse sur un réseau social spécial survivalisme, débrouille, activités outdoor et bushcraft. Un espace d'échange sous pseudo où on pose des questions, où on y répond, où on partage ses trucs, ses retextes, ses articles, ses photos de décès, où on affine sa préparation, etc. On est déjà quelques-uns ici, mais plus il y aura du monde, plus ce sera intéressant. Alors, viens grossir les rangs de degourdaille.com. Le lien est en description. Voilà, voilà. Bon, une fois cette page de pub terminée, bah, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker, à commenter et à vous inscrire sur degourdaille.com, mon réseau social qui sera aussi le vôtre si vous rejoignez les rangs. Allez, à la prochaine. Salut, salut.